Top. Donc, je vais reposer la question. Donc, parmi les questions qui sont plutôt classiques, qui sont posées par mes élèves, c'est comment, si tu étais, par exemple, tu es maintenant un ingénieur qui a une expérience de plus de 10 ans, donc quels sont les conseils que tu pouvais donner à toi-même quand tu étais un élève en classe préparatoire? Les fautes à éviter et les points forts à fortifier. Bien sûr, bien sûr. Moi déjà, toutes les erreurs qu'on avait fait pendant les classes préparatoires, c'est surtout pendant la deuxième année. Il faut vraiment, tout l'effort qu'on avait donné à la première année, il faut donner aussi les mêmes choses à la deuxième année aussi. On avait fait une faute, moi je parle de moi. La deuxième année, j'ai baissé un peu la garde, j'étais pas présent au cours ou même aux examens pendant la deuxième année. Donc ça c'est parmi les fautes que j'avais fait, même si je ne le regrette pas. Mais bon, c'est parmi les choses que je conseille aussi. Moi j'ai des neveux maintenant qui sont aussi en classe prépa, donc je leur dis la même chose, c'est que le même rythme que tu as entré des classes prépa en première année, il faut garder le même rythme aussi pendant la deuxième année. Faut participer à tous les cours, faut se donner à fond, faut être à 100% pendant les examens, pendant l'école, et voilà. Et sinon, c'est les conseils normaux, quoi. C'est d'être concentré pendant les cours, être à 100% et surtout être à jour, quoi. Par rapport à à mon domaine, qui est l'informatique, il faut toujours être à jour. Il faut toujours chercher sur Internet c'est quoi les nouveaux outils, c'est quoi les nouvelles mises à jour, blablabla, quoi. Ça, c'est parmi surtout les conseils que je donne aux gens des étudiants des classes préparatoires. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a aussi des problèmes au niveau de communication? Donc, par exemple, dans le domaine industriel, on utilise plutôt les soft skills comme la langue et la communication, l'entente, la gestion des conflits. Donc, est-ce qu'il y a la possibilité d'apprendre ça en classe préparatoire ou bien il faut uniquement se concentrer côté théorique? Moi, ça c'est un point aussi que j'ai oublié, que tu as bien fait de le relever. La communication, moi au début, surtout pendant les 3 premières années de ma carrière, c'était un défaut pour moi. J'arrivais pas à me communiquer parce que pendant les deux années des classes prépa et pendant la formation à l'AIEP, on n'avait pas beaucoup de cours, on donnait des présentations, des PowerPoints, on faisait des expositions et tout ça. Et je regrette de ne pas faire ça parce que c'est ça ce qui, نقولها بالعربية, mais qui mise un ingénieur à l'autre. C'est cette partie de communication. Parce que le technique, à un moment donné, tu vas l'acquérir. غادي تصفح technique. Mais ce qui donne la différence, c'est la communication. هذا il communique bien et l'autre non. Bien sûr, l'autre, il va bien évoluer par rapport à cette communication. D'accord. Donc, je vois, donc, juste pour t'en donner la mise à jour, dans le concours maintenant, c'est obligatoire de passer les orales, donc le type E. Si tu rappelles que c'était uniquement un privilège de ne pas le passer, mais maintenant, dorénavant, donc, je crois Pour que tout le monde. exactement pour Ouais. tout le monde. Donc, je trouve que moi, je travaille en tant qu'un professeur de génie électrique pour les TSI. Il y a une matière qui est spécialisée pour les types PE. Donc, parmi les problèmes que je rencontre avec les élèves, c'est le choix de sujet. Donc, suivant une thématique. Donc, on a une thématique, je crois qu'il y a la thématique de cette année, c'est les cycles et boucles. Donc, je le conseille toujours de ne pas se contenter uniquement des cours qui donnés dans l'école, mais aussi d'apprendre de nouvelles technologies parce que parmi les barèmes, c'est la prise d'initiative et l'innovation. D'initiative, ouais. Donc, suivant ton parcours, suivant ta spécialité d'informatique, et bien sûr, il y a la tendance de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, quels sont tes conseils pour les premières années de TSI ou bien des IAM TSI, et aussi les MPSI, sur le choix de sujet et comment ils doivent le préparer pendant première année, deuxième année pour bien passer un entretien, si on peut dire, entretien de type E, concours oral. Ouais, ouais. Moi, c'est déjà dommage qu'on voit le problème là qui me limite
par rapport à un sujet uniquement. Voilà, maintenant, le sujet, c'est les boucles, c'est j'ai bien entendu, les cycles et les boucles, quoi. Je trouve que c'est bien dommage. J'aimerais bien que l'étudiant, il les laisse la tendance d'aujourd'hui. Donc, ça de un. De deux, par exemple, il y a pas mal de sujets, moi je vais parler que par rapport à l'informatique en général. Moi, si je conseille quelqu'un qui est passionné par l'informatique et qui veut faire une carrière en informatique, j'aimerais bien le conseiller de s'orienter soit dans tout ce qui est intelligence artificielle ou tout ce qui est cybersécurité. Je trouve que c'est parce que déjà tout ce qui est développement et tout ce qui est data, à un moment donné avec l'intelligence artificielle d'ici 10 ans ou 15 ans, on ne sait jamais, il y a pas mal de suppressions des postes qui vont être faites par rapport à l'IA. Ça c'est bien clair. Et c'est pour ça moi aussi là je commence aussi à m'orienter vers la cybersécurité. La cybersécurité franchement là maintenant c'est la tendance, surtout avec ce qu'on voit, toutes les attaques cybersécurité là en ce moment vers des États ou des grandes sociétés ou des trucs. Donc il y a pas mal maintenant des grandes banques, par exemple j'ai entendu la Société Générale, le groupe Société Générale qui est une banque mondiale, et c'est investi presque 1,5 milliard pour renforcer leur sécurité au niveau des serveurs, au niveau des applications, ainsi de suite. Et ça me paraît bien sûr de l'intelligence artificielle. Donc, si j'ai bien un conseil au niveau de l'informatique que les gens veulent faire, j'aimerais bien qu'ils s'orientent vers ces deux thèmes-là, qui sont la tendance et que je crois d'ici 20 ans, 30 ans, ils vont rester la tendance parce qu'on a besoin de sécuriser nos serveurs et aussi avec l'intelligence artificielle. Le privé en général, qu'est-ce qui compte? Eux, leur objectif, c'est d'avoir plus de résultats nets. Et donc, pour faire plus de résultats nets, ils doivent supprimer un peu de charge. Et les salariés, c'est une charge pour leur compte. Et donc, pour que quelqu'un remplace un salarié, c'est que l'intelligence artificielle qui doit le faire. D'accord. Est-ce ils doivent avoir peur? Est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce problème de changement de risque de tomber dans le chômage puisque l'intelligence artificielle qui va prendre plus les emplois, plus le poste. Ça c'est une vérité, ça c'est une vérité. Je vais pas leur vendre les rêves, comme on dit. Ça c'est une vérité. C'est pour ça moi je كنركز عليهم على هاد les deux thèmes parce que ces deux thèmes-là qui sont surtout cruciaux pour une banque ou pour une société ou pour même pour un État, quoi. D'accord. Donc, si tu étais dans leur, endroit, alors qu'est-ce que tu leur conseilles pour éviter de tomber dans le problème de chômage après, Inch'Allah? Le choix de Déjà ce point-là qu'on a abordé pendant la formation des classes préparatoires, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend l'auto-formation. Donc moi, par exemple, pendant mes temps libres, ou même par rapport à ma société, je fais des formations, quoi. Des fois, il y a un formateur qui me donne des cours, et des fois, moi-même, quoi. Donc déjà, cette qualité, il faut que les élèves doivent avoir cette qualité de l'auto-formation. Ça déjà, ça va leur aider beaucoup. Donc, un élève qui se contente uniquement des cours et des données données par le professeur, il y a aussi le professeur, ils peuvent se perdre parfois, donc avoir des cours qui sont anciennes et il y a les nouveautés. Exactement, exactement. Et ils doivent être aussi à jour par rapport à toutes les tendances des outils. Par exemple, moi, sur l'informatique, je dois être toujours au courant de toutes les outils qui sont dans le marché, par rapport à IBM, par rapport à Oracle, par rapport à tout. Parce que la mission aussi, c'est que des fois, on propose à des banques qu'elles adoptent de nouveaux outils. Donc, pour avoir des arguments et tout ça, donc tu dois être au courant de tout, quoi. Pour donner des arguments, pourquoi ils doivent choisir une banque, ils doivent choisir un outil et pas un autre. Oui, d'accord. Donc, pour moi, j'ai fait la même chose. J'ai essayé de m'adapter au développement. Donc, j'ai fait l'électronique automatique, puis la génie électrique, mais aussi j'ai fait la recherche en informatique, informatique avancée ou bien IA. Et je trouve ce domaine est vraiment fascinant parce que c'est un domaine qui est transversal.
Conservatoire, ça veut dire Exactement. que chaque discipline va être touchée par l'intelligence artificielle, data science, ainsi de suite. Donc, je trouve aussi que si, même si tu veux t'orienter côté ingénieur en mécanique ou bien en génie civil, donc maintenant, ça devient obligatoire d'avoir au minimum les notions de base en IA, notions de base en data science, ainsi de suite. Donc, C'est surtout que ça va faciliter, comme tu as dit, et désolé de t'interrompre, ça facilite aussi le quotidien d'un ingénieur mécanicien ou d'un ingénieur civil. Ça va leur faciliter beaucoup la tâche d'utiliser l'IA pour leur tâche quotidienne. d'accord. Oui, c'est vrai, exactement. Donc, je reviens un petit peu au passé. Donc, tu m'as dit que tu as travaillé chez Atos. Donc, comment ça s'était passé dans l'insertion côté professionnel? C'est-à-dire, tu es fraîchement diplômé. Comment tu t'es imposé dans le marché pour encaisser ce poste? Wow, c'était dur. Déjà, alhamdoulilah, j'avais la chance déjà de ne pas rester beaucoup longtemps au chômage. Je suis resté, je crois, 3 mois ou 4 mois. Mais j'étais en ANAPEC, le contrat ANAPEC. D'accord. مازال عقل pendant 6 mois كانوا كيعطيوني 2500 dirhams. Donc D'accord. pendant 6 mois 2500 dirhams et j'avais de la chance. C'est juste des fois aussi tu as besoin de la chance dans la vie. Tu peux être compétent, tu peux être fort dans tout. Et aussi, il te faut 1% ou 2% de la chance pour y arriver. Moi, j'avais la chance, c'est que quelqu'un de mon équipe, il a démissionné. D'accord. Et du coup, ils étaient obligés, pour quelqu'un qui va le remplacer, bah, c'était moi, quoi. Et donc, du coup, ça a commencé par là, mon insertion professionnelle. Donc, je suis resté 12 ans là-bas à Atos, où j'ai appris pas mal de choses. Franchement, je le dis toujours, c'est que le niveau technique des ingénieurs informaticiens au Maroc, ils sont vraiment très forts par rapport à ce que je vois ici. Moi, je n'ai pas travaillé en France. Moi, j'ai fait toute ma carrière au Luxembourg. Mais par rapport au Luxembourg, le niveau au Maroc, il est plus élevé par rapport au Luxembourg. Même si je travaille avec des Marocains et tout ça, mais qu'ils ont fait des formations ici en Europe, qu'ils ont fait leur cycle d'ingénieur en France ou en Belgique ou au Luxembourg. Franchement, le niveau qu'on avait et la formation qu'on avait à l'ADER, c'était vraiment pas. Je dis ça parce que tous mes collègues de la classe, machallah, ils ont des bons postes maintenant, 12 ans maintenant, depuis 2014, 12 ans, ouais, 11 ans. Ça se passe vite. Oui. Ça Donc, se passe vite, ça se passe vite. Donc déjà c'était bien, ça m'a permis déjà, avec les 2 ans de Yabatos, ça te permet déjà de l'engagement. Le respect et le sérieux dans le travail. Et ça, malheureusement aussi, ما كيكررهالناش pendant les cycles d'ingénieur ou la classe prépa ou le cycle d'ingénieur. ما كيكررهالناش هادشي. Donc كتدخل déjà on était des gamins. Donc كتعلم هذيك 2 ans, ça m'a permis déjà de prendre la responsabilité, d'être sérieux, d'être engagé. Et c'est bien, c'est bien. Et après, par la suite, au Luxembourg, c'était bien. Et j'ai travaillé pas mal sur des banques au Luxembourg. La dernière fois, j'ai travaillé sur des projets qui sont vraiment intéressants. Le dernier projet, je travaille pendant 2 ans et demi, c'est le risque de crédit. Une fois, par exemple, sur une banque, quand on a mis en place un programme de risque de crédit, une fois, par exemple, par chez les DAR, par chez les banques, je sors d'un crédit. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on fait le calcul en se basant sur ton salaire, ton âge, le quartier où tu habites. Il y a pas mal de facteurs qui jouent. Et après, par la suite, on donne une note. Et donc, cette note-là, on l'envoie à l'agence, et si elle est supérieure à 5 ou supérieure, c'est une note sur 10. Si elle est supérieure à 5 ou à 6, donc ils peuvent accorder un crédit. Et ça, c'est un truc qui est automatique, qui est généré pour tous les clients.
C'est pas on va le faire à chaque demande, quoi. C'est généré tous les jours et on envoie ça au client. Et une fois le client est présenté à l'agence, le chargé de clientèle il va taper juste sur l'application et il va trouver tout, quoi. Et c'était pendant 2 ans et on parlait de tout ce qui est analyse de données. Là, on avait travaillé sur des trucs d'analyse de données, quoi. Parce qu'on avait pas mal de facteurs, on avait 1000 facteurs. Et il faut garder que 30 qui sont pertinents, qui sont jugés utiles pour notre objectif. Est-ce que tu vas leur donner un crédit immobilier ou pas? Et donc, ça a été pas mal de trucs qui étaient intéressants. Donc, la formation au niveau, soit côté académique ou bien professionnel au Maroc, il t'a aidé pour acquérir les compétences suffisantes pour avoir les qualités suffisantes pour Ah oui, 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 travailler oui. dans. Très bien. Donc, au niveau, donc, c'est pas grave de commencer petit et de grandir avec le temps. Donc, il y a aussi, on apprend pas mal de choses quand on est petit plus que quand on est un Bien petit peu sûr. grand. D'accord. Donc, je vais parler un petit peu de la partie où la durée où tu as passé à Luxembourg. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu sur les projets qui t'aient vraiment fasciné au niveau de leur phase de construction, conception, ainsi de suite? Un ou bien un Déjà, projet. je vais parler déjà de ce projet-là. Déjà, dans un projet en informatique, je crois dans tous les domaines, il y a déjà le recensement de besoins. Pour qu'un projet il commence, il doit y avoir un besoin. Et le besoin, c'est qui le déclenche? C'est les gens de métier. Je parle par exemple de la banque. C'est les gens de finance, les gens de la comptabilité. Ils ont un besoin pour faire quelque chose. Parce que, pour donner un contexte, la plupart des trucs ici en Europe, les projets, on dit que ce sont des projets réglementaires. Ça veut dire quoi des projets réglementaires? Ce sont des projets qui ont été imposés par la Banque centrale européenne ou bien par la Banque centrale du pays, du Luxembourg. Donc il y a deux banques centrales, quoi. Il y a la BCE qui est à Francfort et il y a la BCL, la Banque centrale de Luxembourg, qui est au Luxembourg, bien sûr. Donc déjà chaque année, ces deux banques-là, elles doivent envoyer à toutes les banques de l'Europe des projets qu'ils doivent réaliser et qui sont obligatoires de réaliser pour qu'ils soient solvables, la solvabilité, ou pour qu'ils soient compliant, pour qu'ils soient valides et pour qu'ils exercent leur activité en Europe. Ils doivent suivre ce truc-là. Donc, le projet que je t'ai dit par rapport au risque de crédit, c'était la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui a envoyé ça à toutes les banques d'Europe pour qu'ils revoient leurs outils d'attribution des crédits immobiliers ou des crédits personnels. Donc, c'est ça le besoin déjà qui a déclenché ça. Donc, c'était réglementaire, c'était l'État de Luxembourg, l'Union européenne qui a obligé ça, et qu'on a travaillé avec les gens de métier. Les gens de métier, ça va être les gens de finance, pour recenser leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Ou bien c'est quoi la finalité de ce qu'on va faire? Donc, dans un premier temps, il faut faire une analyse de besoin. Une fois que tu as une analyse de besoin, tu dois tracer un périmètre, le périmètre du projet. Une fois que tu traces tout le périmètre du projet, par la suite, tu dois avoir une phase de développement et de rédaction des spécifications. Tout ce qu'on développe, on doit le rédiger. Une fois on développe, on teste, et après, une fois c'est testé, là, on doit le mettre en production pour qu'il doive être réexécuté par la suite dans les agences. D'accord, donc c'est tout un processus qui commence par la rédaction du besoin. C'est comme l'analyse fonctionnelle qu'on a fait en baccalauréat. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, puis il y a la phase de conception. La conception où vous faites l'architecture d'un système ou mécanisme. Exactement, c'est ça. Très bien. Donc, puis on passe à l'exécution et je crois qu'il y a toujours une phase finale de test. On teste si le système a. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Il y a toujours la phase qui prend beaucoup de temps, c'est la conception, parce que tu dois avoir parce que pour faire une conception, tu dois avoir une vue globale sur le projet. Comme ça, tu le clair.
tu n'as pas une partie lors de la conception. Donc, tu as la conception et l'exécution et les tests, c'est des parties qui prennent beaucoup de temps pendant la projet. D'accord. Si on peut faire une petite projection sur ce projet de l'analyse de risque de crédit avec les élèves de type PE, comment peuvent-ils construire un projet commençant par la définition du besoin. Donc, si tu te mets à leur place et tu veux travailler sur un projet type PE, alors qu'est-ce que tu leur conseilles? Bah déjà, de ce que je peux leur conseiller déjà, il faut déjà qu'ils pensent à un besoin déjà. Ça peut être un besoin qu'on vit dans notre vie quotidienne. Il faut avoir un besoin, et après, une fois que tu as le besoin, bah, tu peux rédiger déjà, avoir comment dirais-je, faire une conception pour résoudre ce problème-là ou ce besoin-là que tu viens de dénoncer. Et après, par la suite, tu as la partie développement et la partie test. Quoi. Mais après, c'était exactement ça ta question ou j'étais en hors sujet? Non, non, c'est bon, c'est bon. Il y a juste un des problèmes que j'ai trouvé avec mes élèves. Avant de commencer à choisir le sujet et de faire le développement et d'utiliser les logiciels pour atteindre à cet objectif, ils commencent toujours par la solution. Et ce qui n'est Non, pas le ça c'est cas. pas. Ce n'est pas le Non, cas réellement. Donc c'est il y a pas un le cas. problème. Donc par exemple, un élève vient me parler, s'il te plaît, professeur, je veux faire comme un sujet un drone. Il me donne directement la solution et je lui pose la question, alors tu veux créer un drone pour faire quoi? Donc il fallait commencer toujours par le besoin. Donc Exactement. comment peut-on éviter ce problème de tomber directement vers la solution, mais au lieu de passer par un processus pour atteindre la réponse? Alors, comment peut-on poser le séquencement de questions qu'on doit poser avant de passer à la solution? Bah déjà, il faut Comment savoir, tu je sais travailles pas ton problème? Oui, Par mais exemple, tu as le besoin. Quel était le besoin le besoin était, c'est de trouver, c'est de donner la décision si on peut donner un crédit ou non. C'est ça? ouais, voilà. Mais le besoin, ça venait d'en haut. C'était le besoin comme quoi la Banque centrale, elle a imposé à toutes les banques de revoir leur système. C'était ça le besoin. Mais la finalité, bien sûr, c'est que pour que la banque, une fois elle donne un crédit à quelqu'un, ils doivent être sûrs comme quoi le client il est solvable. Comme ça, par la suite, s'il a un problème au niveau de financement, il peut rembourser. Parce qu'avant, il y avait des défaillances. Si tu te rappelles, en 2008, nous, on était encore des gamins, quoi. Et en 2008, il y avait une crise économique, surtout en Amérique et en Europe, par rapport à ça. À un moment donné, les États-Unis ils donnaient beaucoup de crédit à tout le monde qui venait pour un besoin d'acheter une maison. Ils donnaient tout, sans contrôle, sans rien. Et à un moment donné, il y a tout le monde, presque si le quart de tout ce qu'ils donnent, ils perdent leur travail, et donc il n'a pas de salaire pour rembourser, bah, à un moment donné, la banque, elle n'a pas de fonds propres pour refinancer eux-mêmes leurs crédits qu'ils ont octroyés. Donc à un moment donné, ils tombent faillite. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a une grande banque en Amérique qui est tombée faillite et qui a pris avec elle presque toutes les banques en Europe. Mais heureusement, il y avait un refinancement au niveau de l'État qui les a facilités par la suite à mettre debout. Et pour éviter tout ça, ben là maintenant, la Banque centrale elle donne des directives pour bien contrôler l'octroi des crédits et pour qu'ils être sûrs qu'ils vont être solvables tout au long de leur activité. Donc, ils ont trouvé la solution, c'est de créer un système de décision suivant la situation financière de Voilà, la personne pour. tu lui donnes, ouais, voilà, paramètres, tu lui montres pas mal de paramètres et lui il va te donner une note. Est-ce que ce client-là, il est solvable ou pas?
Donc, Et ça, c'est un truc qu'on a fait par rapport à tout ce qui est data science. d'accord. Donc, avant de commencer à coder, qu'est-ce que vous faites? Après avoir défini le besoin, Comment? avant de commencer à coder, à créer le système, la Ouais. phase entre le codage et la définition de besoin, qu'est-ce que vous faites? Bah, on doit faire une architecture, déjà. Parce que ça dépend aussi des besoins. Parce que l'architecture, ça va dépendre du résultat final, de ce que les gens de l'agence veulent voir dans leur application. Il n'y a pas une architecture qui est correcte. Toutes les architectures sont correctes, mais ça dépend du résultat final de ce qu'ils veulent voir, quoi. Donc, on va faire un besoin avec les gens de la Banque centrale européenne pour nous donner le besoin de ce projet. Une fois on a le besoin de la Banque centrale européenne, aussi on doit voir le client final, qui est les conseillers de l'agence. Qu'est-ce qu'ils veulent voir dans leur application? Une fois on a cette vision-là de l'input et de l'output, donc on peut faire une conception en architecture de l'application qu'on va mettre en place. Donc, pour répondre à ta question, avant de commencer à coder, il faut faire une architecture ou bien une conception. D'accord. Donc, dans le choix de codage, donc il y a pas mal de langages, donc il n'y a pas uniquement un seul langage. Est-ce que le choix de technologie, comment vous faites le choix de technologie, choix de langage? On ne fait pas beaucoup de choix parce que c'est imposé par la banque. Il y a des banques qui ont des licences. Par exemple, la banque où je travaillais sur ce projet, c'était ING. C'est une banque hollandaise. ING. C'est des banques où pratiquement tous leurs outils, c'était des outils IBM. Donc, ils ont déjà des outils licenciés IBM. Et donc, on ne peut pas choisir des outils, quoi. Et ils nous ont imposé de travailler avec ces outils. Donc, donc, puisque c'est imposé, donc l'ingénieur en programmation doit avoir une connaissance qui est très vaste au niveau de tout type de langage. Bah, ça c'est évident parce que en fait, tous les outils, c'est différent, oui. Mais le concept de base, il reste le même. La théorie, il reste la même. Tu vois? Ouais. Si tu as la théorie dans ta tête et dans ton cerveau, tu peux. C'est vrai, au début, si tu es familiarisé avec un outil pendant 4 ans ou 5 ans, bien sûr, une fois tu vas switcher vers un autre outil, tu vas avoir des difficultés. Mais des difficultés d'une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, quoi. Parce que tu n'as pas les. Comment dirais-je? Un flair. Voilà, c'est ça. T'as pas ça. Donc, à un moment donné, mais ce qui compte, c'est le concept de base. Et le concept de base, c'est quoi? Nous, par exemple, tout ce qui est data, il y a un concept de base de data warehouse. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Non, 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 non. Le data warehouse, c'est que, Docker, par exemple. non, en fait, les banques, elles donnent une base de données opérationnelle. Comme ça, par exemple, dans ton téléphone, une fois que tu vas faire un virement, Oui. donc, il y a une ligne qui va insérer dans la base de données, comme quoi Faiz, il a fait un virement de 100 dirhams à destinataire XXX. Tu vois? Donc, il y a une ligne qui va être créée. Mais c'est une ligne, après par la suite, le lendemain, elle va être supprimée. Si tu ne vas pas faire de virement, qui va durer juste 24 jours, 24 heures. Donc, nous, la partie data, notre but, c'est d'historiser, d'avoir un historique. Et comme ça, si on va voir, si on veut dire comme quoi, cherche-moi tous les virements de Faiz qu'il a fait en 2024 ou en 2023. Donc, on doit avoir un historique des données. Et c'est ça le data warehouse. Le data warehouse, tu vas avoir l'historique de toutes les données de la banque. Tout ce qui est client. Si le client, par exemple, il change d'adresse en 2024, s'il habitait à Rabat et après il va habiter à Casablanca, on doit avoir deux lignes. Faiz, de 2016 jusqu'à 2023, il était à Rabat. Et après, de 2023 jusqu'à maintenant, il est à Casablanca. Tu vois? Et après, la même chose pour le compte. Le compte, par exemple, si tu vas changer ton compte, le compte courant en compte d'épargne,
si tu l'as changé en 2025 ou en 2024, tu vas trouver comme quoi le compte X, depuis l'ouverture jusqu'à 2024, c'était un compte courant. Et après de 2024 jusqu'à maintenant, c'est un compte d'épargne. On trace toute l'historique. Et pour faire ça, c'est que à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on va faire? On va vider toutes les tables ou toute la base de données de 24, d'une durée de 24 heures, on va les vider et on va les historiser dans le data warehouse. D'accord. Donc, je vois que Tu il y vois? a... Oui, oui, j'ai compris. Le côté algorithme, il suffit juste d'avoir la discipline, de s'adapter suivant l'environnement d'utiliser, la technologie Voilà, d'utiliser. exactement. Donc, il y a aussi une petite chose que tu viens de toucher, une frontière côté pluridisciplinaire, c'est de comprendre le fonctionnement du système financier pour donner une application adéquate. Donc, donc, cette frontière, comment tu as eu les compétences suffisantes pour apprendre ces normes? Donc, est-ce que avec la pratique, l'expérience, Ouais, il y a une autre équipe, ou bien il y a une autre équipe qui t'aide pour bien comprendre la structure? bah, ça dépend. En fait, ça dépend des projets, ça dépend du client. Il y a des clients qui ont d'argent, donc ils ramènent un autre. Il s'appelait business analyst. Le business analyst, c'est quoi? C'est il va voir les gens de métier, les gens de finance, il va recenser leurs besoins et il va transformer ça en workflow pour faciliter la tâche à moi. D'accord. Tu vois? Ouais. Et en ce moment, par exemple, là, je travaille dans une petite banque, là, il n'y a que 120 ou 130 personnes, une petite banque professionnelle, donc ils n'ont pas de business analyst. Donc, c'est à moi de faire ça. Et c'est avec l'IA aussi. Des fois, lorsque je comprends rien, ben, je vais chercher sur ChatGPT, c'est quoi le résultat net, c'est quoi le truc. Tu vois, je suis tout le temps étudiant. Tout ce qui est finance et tout ça, j'ai des compétences, mais des fois, il y a des termes que des banques ils utilisent et d'autres ils n'utilisent pas. Et des fois, tu es perdu, quoi. Et du coup, tu dois toujours chercher sur Internet pour bien comprendre leurs besoins. Et ça, c'est un grand point que tu as bien soulevé. On fait toujours un retour à tout ce qu'on a dit pendant les classes préparatoires. Il faut avoir une qualité de l'auto-formation. Exactement, c'est l'auto-formation et que ça reste avec toi jusqu'à la mort. Donc, je reviens un petit peu à te poser les questions au niveau de passation. Je suis sûr que parmi les élèves, ils veulent poser la question. Alors, du Maroc à Luxembourg, comment tu as fait ça? Bah, on avait la chance, c'est que moi, ce que j'ai reçu, parce que j'étais déterminé pour aujourd'hui travailler dans les banques et les assurances, donc pendant 2 ans, ce que j'ai fait, c'est que j'avais économisé d'argent. D'accord, tu as économisé ton J'ai propre poche. économisé d'argent, ouais, voilà, de ma propre poche, pour y aller par la suite faire un master spécialisé. J'avais fait un master spécialisé de 6 mois. Et c'est un master spécialisé qui s'appelait l'informatique dédiée à l'assurance et aux banques. Donc c'est tout ce qui est informatique dédié à l'assurance et aux banques. Donc parce que j'avais travaillé sur un projet, lorsque j'étais à Atos, j'avais travaillé sur un projet avec une banque en Belgique. Et du coup, ça m'a permis de bien aimer ce secteur bancaire, quoi, parce qu'il y a pas mal de trucs à voir, il y a beaucoup de notions. Et du coup, j'étais fasciné par ça. Et je me suis dit, je vais me lancer dans ça. Donc, j'avais fait une formation de 6 mois à Brest, en France. C'était en 2015. En 2016, je ne me rappelle pas, de 6 mois. Et une fois que j'ai terminé les 6 mois, bah, je suis allé de Brest directement au Luxembourg. D'accord, donc Donc, c'est ça mon passage. c'est ça. En fait, c'est un très bon passage parce que je trouve que tu as commencé à travailler et pas mal d'élèves me posent la question, professeur, est-ce que je commence mon master M directement après les études? Donc, je leur
Je leur conseille, oui, c'est possible, mais je préfère plus que tu commences à travailler un petit peu industriel pour savoir quelles sont les pistes que Le tu besoin, veux. Exactement. c'est quoi ton besoin? Non, 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 bien sûr. Exactement. Moi, c'est ce que je dis aussi à mes neveux. J'ai pas mal de neveux là qui sont en cycle ingénieur et qui me demandent est-ce que je fais un MD directement ou je travaille après. Moi, je leur conseille toujours tu travailles 1 an ou 2 ans, tu vois déjà le monde professionnel, tu vois ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et à partir de ça, tu vas faire un master par la suite où tu vas te concentrer que sur les choses qui toi t'attirent par la suite. Exactement, c'est de commencer dans l'industrie, savoir, c'est premièrement commencer à définir le besoin. C'est la même chose pour Voilà, voilà, la gestion c'est des toujours comme projets, ça, c'est toujours définition comme des ça. besoins. Et, Voilà. et ça risque toujours aussi de faire un changement de carrière, donc c'est la même chose que je Eh ben, tu fais. peux faire un changement de carrière. Moi, j'ai pas fait de changement de carrière. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai juste que pendant les 6 mois, j'avais plus de cours de finance et de l'assurance, tout ce qui est actuariat. Les actuaires là, de l'INSEA, là, j'avais des cours de l'actuariat et de la finance. C'est juste pour avoir le fonctionnel, pour avoir un peu de fonctionnel des banques qui vont m'aider par la suite dans mon domaine. D'accord. Euh, Revenons à ton travail au niveau en tant qu'un conseiller en data science et aussi en finance. Je voulais juste te poser la question, est-ce que tu conseilles aux fraîchement, fraîchement diplômés de commencer une expérience de freelancer ou bien start-upper? Ou bien commencer par son insertion au domaine industriel, comme ça tu peux avoir pas mal de compétences pour, si tu veux faire un travail, ton propre business, tu auras assez d'informations pour bien commencer. Alors, Moi, je leur conseille déjà de travailler déjà une période, 1 an ou 2 ans, parce que lorsque on a notre diplôme d'ingénieur, il n'est pas complet à 100%. Il est complet au niveau théorique, nous, au niveau de la pratique, on n'a rien du tout. Par exemple, au début, moi j'avais un problème, comment chercher de l'information. J'ai le besoin, mais comment l'interpréter et comment le reformuler en une phrase, j'avais du mal à faire ça. Après, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas eu ce genre de problème. Et moi, par exemple, tout ce qui est engagement, le sérieux, la communication et tout ça, ça m'a pris 2 ans ou 3 ans pour avoir toutes ces compétences-là. Donc, moi, je donne un conseil aux fraîchement diplômés, s'ils veulent faire par la suite freelance ou bien start-up. Bah déjà, freelance, c'est difficile un peu de le faire lorsque tu es junior. Mais de créer un start-up, ça sera mieux que tu as déjà une expérience de 4 ans, 5 ans avant de faire une start-up. Parce que tu vas avoir, pendant ces 5 ans-là, tu vas être en interaction avec les clients, comment parler, comment définir un besoin, comment rédiger ça, un cahier de charge. Et ces expériences-là, que tu vas l'avoir, que tu n'as pas vues pendant le cycle ingénieur, ils vont t'aider par la suite si tu veux être un freelance ou tu veux créer ton propre start-up. d'accord, oui, oui, c'est vrai. Donc, je partage avec toi le conseil de commencer un petit peu l'industrie. La même chose parfois j'ai trouvé, c'est l'un de mes contacts, c'était un jeune diplômé. Donc, Ouais. je lui ai conseillé, il voulait faire agrégation, devenir un professeur. Je lui ai conseillé d'avoir au minimum 1 an, au moins 1 an ou 2 ans en industriel. Comme ça, il aura Il assez. peut changer d'avis par la suite. Exactement, Voilà. il aura assez d'informations pour bien pour faire la bonne décision. Donc, Bah, c'est surtout, et ça on le dit toujours, c'est la pratique qui te permet d'avancer par la suite. Certes, la théorie c'est bien, les concepts de base c'est bien, mais si ça tu l'appliques pas dans un monde professionnel, bah ça sert à rien et ça va pas t'aider par la suite. C'est toujours, il faut commencer par pratiquer déjà ce que tu as appris dans le cycle ingénieur, monter en compétence dans tous tes points forts et essayer de corriger tous tes points faibles pendant le début de ta carrière. Et après, par la suite, tu vas avoir une personnalité professionnelle qui va t'aider par la suite à être freelance, à créer ton propre startup ou à faire même une réorientation par la suite.
pourquoi pas. Exactement, exactement. Il y a autre chose, donc je t'ai pris pas mal de temps. Ah, pas de souci. Je m'excuse pour ça. Euh, je voulais juste poser la question côté différence entre Maroc et l'étranger. Est-ce que tu as trouvé, bien sûr, n'importe quelle expérience a ses points forts, positifs et négatifs, même chose pour l'étranger ou bien ici au Maroc. Donc, est-ce que tu me citais la différence, les choses que tu as trouvées différentes entre le travail ici au Maroc et le travail à l'étranger? Bah, ce qui est bien en Europe, déjà, on va commencer par ça, c'est que les types de projets que tu travailles, ils sont variés. Donc, tu peux travailler sur des projets finance, des projets assurance, il y a pas mal de trucs et surtout que c'est réglementaire. C'est l'État qui impose ça. Donc, c'est déjà des trucs qui vont m'aider par la suite à monter en compétence sur pas mal de choses. Il y a la variété des projets en Europe. De un. De deux, ce qui est bien en Europe, c'est que ce que j'ai bien aimé, c'est le partage d'informations. Ce point-là, malheureusement, lorsque j'avais travaillé pendant 2 ans à Atos, il y avait ce souci. Il y a toute la connaissance est concentrée chez une personne, et du coup, cette personne-là, elle est toujours prisée, et des fois, tu peux te trouver une semaine ou 2 semaines sans avancer sur tes tâches parce que tu n'as pas eu le temps de voir la personne plus loin. Et ça, je trouve pourquoi c'est malheureux parce qu'il y a ce truc-là de non, je ne vais pas donner de l'information à quelqu'un, peut-être il va prendre ma place ou quelque chose comme ça. Malheureusement, il y a ce truc-là au Maroc. Par contre, au Maroc, franchement, ce qui est bien, c'est que le partage d'informations. Des fois, tu demandes, tu trouves l'information en 5 minutes, il te laisse le temps à travailler et pour répondre aussi aux deadlines, parce qu'on a des deadlines à respecter, donc du coup, ça nous permet aussi à respecter les deadlines avec ça. Donc, les Marocains, ils sont très réservés et ne partagent pas leur expertise. C'est ça. Bon, moi, c'est le cas que j'ai vu pendant 2 ans que j'ai travaillé à Atos. Peut-être que Tu n'as pas, c'est pas la vérité, mais c'est ce que j'ai vu. malheureusement. Et c'est aussi, ça naît de leur formation académique aussi. Donc, je vois ça aussi parfois dans de mes élèves qui sont très réservés, ils ne veulent pas partager leurs connaissances. Côté compétitif, tu sais que classe préparatoire, le classement est plus important que Oui, les autres. oui, oui, Donc, oui. je comprends ça. Donc, j'essaie toujours dans les TP à chaque fois qu'un élève trouve une solution, je lui demande s'il te plaît, est-ce que tu peux la partager avec les autres, comme ça ils vont bien comprendre. Donc, sa naissance, c'est vient de la méthode comment on est formé dans nos écoles. Donc, je crois si les professeurs, donc ça, c'est un message pour les professeurs, si vous incitez Bien sûr, bien sûr. Et t'as bien vu, t'as bien fait de soulever ce point, c'est un truc académique. C'est né chez nous, quoi, dès notre cursus. Et c'est malheureux, mais bien sûr, ce que tu peux faire, c'est que de demander aux gens de partager, ou une fois il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de bien, tu peux leur demander de faire une exposition à tous les élèves pour leur montrer ce que tu as fait, ou bien pour présenter ce que tu as fait, ça c'est bien. Et ça, c'est ce qu'on fait par exemple ici au Luxembourg, à chaque fois il y a un projet qui est fini, on fait une exposition à toute la banque pour leur montrer ce qu'on a fait et par la suite, les gens ils vont être au courant de tout ce qui se passe dans la banque et aussi, par la suite, quelqu'un, s'il va reprendre dans le travail, il va avoir au moins une idée sur le truc qu'il va travailler, quoi. Il va pas commencer à zéro dès le début. je vois que ça, c'est une des tâches on doit changer la mentalité marocaine, c'est le partage d'informations. Exactement. Je crois que c'est une des Exactement. tâches des professeurs et je me prends comme un exemple. J'essaie toujours d'éviter de voir des élèves qui font ça. Non, non, t'as bien fait. Oui. Même chose dans la recherche, j'essaie toujours, quand j'étais un chercheur, un doctorant, j'essayais toujours de partager mes connaissances et je vais pas dire
je me suis tombé dans des situations vraiment qui étaient malheureuses de trouver l'un des camarades où j'ai donné les informations, il l'a utilisé avant moi et je me suis trouvé dans des problèmes parce que je ne devais pas lui donner, si, malheureusement, je ne devais pas lui donner l'information avant de Des fois, l'utiliser, malheureusement. C'est pour cela que cette oui, oui, mentalité, oui. c'est comme une boule de neige et C'est, on risque à... c'est un travail générationnel. Il faut qu'on monte une génération qui est formée sur le respect et sur le partage de l'information. Parce que le truc que tu as bien mentionné, c'est que toi, tu l'as donné une information en bonne intention, mais lui, par la suite, il l'a utilisée dans une mauvaise intention, quoi. Et donc, c'est ça ce qu'il faut, c'est le respect et le partage d'informations. C'est ce qu'il faut. Au moins de faire des citations ou bien faire une référence, l'information vient de la personne. Mais c'est pas grave, donc c'est comment dire, c'est un problème de génération. Euh, Parlons de génération. Est-ce que tu n'as pas trouvé un développement au niveau culturel, mentalité au niveau du Maroc par rapport à ce qu'on avait, ça fait 10 ans. Je crois qu'il y a un petit peu une évolution. On commence à gagner des points, si on veut dire, si on parle de scoring. Est-ce que tu Je- n'as pas trouvé? la dernière partie, j'ai pas bien entendu. D'accord, pardon, je vais essayer de reprendre la question. Désolé. C'est pas grave, c'est un problème technique. Donc c'est pour cela qu'on a enregistré cette vidéo pour ne pas tomber dans le problème technique instantané lors du forum. Donc je voulais juste te poser la question, est-ce que tu m'écoutes maintenant? Ouais, parfait. Très bien. Donc, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un développement côté mentalité, côté culture, de compétitivité au niveau industriel ici au Maroc? Donc, ça fait 10 ans que tu étais un jeune diplômé. Est-ce que tu n'as pas remarqué que le Maroc commence à se développer et gagner des points? Bien sûr, bien sûr. Moi, lorsque à chaque fois j'arrive, et surtout, bon, si on parle de mon domaine qui est les banques et l'assurance, bah, je trouve comme quoi il y a pas mal des banques et des assurances marocaines qui commencent déjà à se développer en Afrique de l'Ouest et qui prennent une part des marchés des grandes banques françaises. Déjà, ça de un, c'est une bonne chose. Et ça montre les compétences et la qualité de l'ingénieur ou du profil marocain, quoi. Ça, c'est de un, c'est bien sûr que je vois ça. Et de deux aussi, au niveau du développement du pays aussi, lorsque tu vois tous les domaines, tu vois comme quoi on est dans la bonne route. Bien sûr, il y a toujours des trucs qu'on doit revoir et tout ça, mais bien sûr, il y a un développement des mentalités qui commence à changer dans le Maroc. Mais je vais aussi faire un point aussi parce que moi, ce que je trouvais, c'est que moi, je suis maintenant, ça fait 2 ans de carrière et je vois les juniors qui travaillent avec moi. Et ça, c'est un point aussi pour les étudiants que je veux bien leur transmettre, c'est qu'ils font un bon travail, mais comme ils utilisent beaucoup ChatGPT et l'intelligence artificielle, des fois, ils n'essaient pas de comprendre déjà ce qu'ils vont mettre. Ils vont juste faire un copier-coller de la solution sans la comprendre et vont la mettre dans un projet. Et ça, je trouve que c'est malheureux. Il ne faut pas tomber dans ce problème-là. Moi aussi, j'utilise ce GPT, mais bien sûr, il faut déjà comprendre la solution que tu te proposes parce que ce n'est pas tout le temps adapté à ton besoin. Il va pas lire à 100% tes intentions, même si tu vas décrire tout ton problème, il va pas te donner un truc adapté à 100% à tes besoins. Il faut prendre ce que tu proposes et le modifier pour bien répondre à tes besoins. Et ça, c'est un message que je veux bien transmettre aux élèves, de ne pas et de se méfier de ça et d'essayer de comprendre et de faire marcher ton cerveau. D'accord, donc il ne faut pas se contenter uniquement des informations, des solutions proposées par ChatGPT. C'est comme si tu parles un petit peu de prompt engineering, c'est-à-dire c'est de développer les qualités et compétences pour bien écrire un prompt à un chatbot, comme ça il va te donner la solution la plus adéquate. Exactement.
Et bien sûr, Exactement, c'est ça. lire la solution et essayer de l'adapter au maximum suivant le besoin que tu as posé dans le Selon le besoin. document. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Donc, en fait, il y a beaucoup de questions que je veux te poser, mais malheureusement, je ne peux pas dépasser une durée qui est définie par les organisateurs du Les organes. soirée, malheureusement. Donc, pour cela, je vais t'inviter, pourquoi pas une autre fois, suivant d'autres Ah, on peut questions faire qui des sont parties, hein. développées. Oui, oui, mais malheureusement, je ne peux pas continuer plus que ça. Donc, Il n'y a pas de souci. je vais juste te laisser la parole pendant 2, 3 minutes, comme ça, si tu veux donner d'autres idées ou bien conseils aux élèves pour terminer la vidéo. Voilà, moi, le seul conseil que je peux donner déjà aux étudiants, c'est déjà pendant ces 2 années de classe préparatoire, il faut déjà définir le chemin que tu veux prendre déjà, soit en génie électrique, en génie mécanique, informatique et civil. Et ça, pour le faire déjà, il faut bien être aussi au courant de ce qui se passe dans le monde aussi. Par exemple, là, ce qu'on entend comme quoi avec l'informatique, il y a des... Bah, et aussi par rapport aux guerres, et aussi de ce qui se passe dans tout le, contre la Russie, l'Ukraine, contre tout ce qui se passe au Moyen-Orient, ça nous impacte, nous, franchement. Moi, lorsque je vois les budgets que les banques elles consacrent avant 2021 par rapport à maintenant, ils ont réduit ça à 50%. 50. Waouh, c'est trop. 50%. Ouais, 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 ouais. Donc, il faut faire son choix, mais par rapport aux contraintes, à la contrainte de ce que lui il veut, mais aussi par rapport aux contraintes d'extérieur, à ce qui se passe dans le monde. Il ne faut pas aussi oublier ça, quoi. Et aussi de travailler. Et c'est le travail, quoi, qu'il faut compter. Moi, le truc qu'on avait. Moi, mon problème, c'est que pendant les 2 ans de classe prépa, on n'avait pas de menteur, on n'avait pas un mentor, un guide qui va nous aider ou bien qui va nous guider pour faire le bon choix. Et ça, je trouve malheureusement. Et il y a ce que propose là maintenant Faiz, franchement, c'est bien pour vous et ça va vous aider par la suite. Et je lui dis chapeau, quoi. شكرا اخويا حاضر شكرا بزاف. En fait, juste pour, je voulais, pardon, je t'ai mis en pause. En fait, c'est la même, comment dirais-je, la même motivation qui m'a poussé à faire des parascolaires avec les élèves. Parce que Non, voilà. je me disais toujours que quand j'étais étudiant, il y avait beaucoup de, il y avait l'absence d'un guide, comment tu as dit, mentoring, absence de mentoring. Ouais, ouais, Et quand j'entre à l'école ou bien à la classe, quand je vois mes élèves, c'est comme si je me vois moi-même quand j'étais à leur âge. bah, ils sont perdus. Ils sont À vraiment notre perdus. image lorsqu'on était en classe prépa. Et moi, je vais dire ça en off. Moi, lorsque j'ai fait l'informatique, c'est juste pour être avec mes copains en Maya, quoi. Mais alhamdoulilah, ça a resté, j'ai fait le bon choix, quoi. J'ai pas fait ça par rapport à une passion. J'ai fait ça, c'est juste par rapport, il y a pas mal de potes qui étaient à l'AYAC, et je me suis dit, je vais y aller là-bas. Parce qu'il n'y avait pas de guide, il n'y avait pas de mentor qui va m'aider à choisir de ce que je veux et de ce que je ne veux pas. Mais alhamdoulilah, avec la qualité, et que je vais le répéter encore la centième fois, avec l'auto-formation et tout ça, j'ai pas, j'ai traversé toute la route, alhamdoulilah, et tous les obstacles que j'avais sur ma route, je les ai dépassés à cause de ça. Et, ou bien grâce à ça, quoi. Grâce à La grâce de l'auto-formation. Dieu, la grâce de Dieu. Et Alhamdulillah, grâce Allah de Dieu subhanahu wa aussi. ta'ala, أعاونك. كومون دير تعرفني شويه ديال الزهر ضروري في الكارير ولا ضروري في هذا بيان سور الخدمه 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 مي خصك واحد 1% ديال الزهر ضروري ضروري. Malheureusement, parfois, quand je vois des élèves qui- il y a un sens d'enfoutisme parfois. Parfois, je trouve ce sens d'enfoutisme, c'est malheureux. Je le dis toujours. Tu vas regretter ton enfotisme. Tu vas regretter ça parce que les 2 ans en classe préparatoire, c'est comme un ascenseur social.
Oui, il te donne la possibilité de bien gagner ta vie. D'accord? Donc, c'est pas, oui, c'est difficile. Le parcours de classe préparatoire est vraiment difficile. C'est une formation robuste. Mais ça va te donner les outils nécessaires pour réussir après. Comme tu as dit, bien sûr. l'auto-formation, la robustesse, la discipline, ce sont ces qualités que tu vas acquérir en classe préparatoire. Et si tu l'as comment dirais-je, saisi l'opportunité d'être dans les prépas, donc tu vas pas avoir tu vas avoir des problèmes, mais c'est pas aux côtés de tes qualités, mais c'est des problèmes comment dirais-je, des problèmes d'une personne qui veut réussir. Bien sûr, les obstacles ils vont être difficiles, Et moi, ce mais que je, ouais, ouais. Et moi, je dis autre chose, c'est que là, après le travail, tout le savoir-faire et le savoir-être dans le monde professionnel, on l'acquis pendant les 2 ans des classes prépa. Parce que c'est là où tu construis ta personnalité, parce que tu es donc tu es en train de construire ta personnalité, tu es en train de construire ta vie, quoi. Donc, ton savoir-faire et ton savoir, surtout ton savoir-être, exactement, la ton compétence, la savoir-être, compétence. tu l'acquis pendant les 2 ans. Donc le conseil, Marwan, les 2 ans, comme si. Parce que par la suite, غادي تخسر. غادي تضحي بهذيك ال2 ans, le conseil اللي كانت غادي تضحي بداك ال2 ans, après par la suite غادي تمشي مرتاح في حياتك. Exactement. Vaut mieux sacrifier 2 ans que sacrifier toute ta vie. Khoya Hatri, Khoya Mohamed, merci beaucoup. Merci Avec beaucoup. plaisir. Bien sûr, on va se revoir dans une autre occasion pour détailler un petit peu la gestion du projet, savoir un petit peu tu as cité pas mal de thématiques à revoir, par exemple le futur des banques, les futurs métiers qui vont être éliminés ou bien remplacés par l'IA, les compétences qu'il faut avoir pour être ingénieur. Donc il y avait beaucoup de sujets à Il y a traiter. beaucoup de choses. Mais bien sûr, avec Donc, plaisir. on va essayer de les revoir, Inch'Allah, dans une Inch'Allah, prochaine. Inch'Allah. Oh, ça fait plaisir de te voir. شكرا اخويا محمد مرحبا بك من دوز صوني علينا. الله يخطيك. بون جورني. Bon, salam alaikum. Bonne soirée. Oh, بسلامة والله عند الدراري. شكرا.